Camille, professeur reconnu à l'international pour ses recherches en mathématiques pures, venait d'atterrir à Marseille avec près de 5 heures de retard. Le vol depuis Montréal avait été un chaos du début à la fin, incluant une escale ratée à Francfort et un bagage temporairement perdu. Épuisée, elle descendit du taxi avec une grimace à peine dissimulée. Elle s'attendait à loger dans un hôtel 4 étoiles, proche de l'université où allait se tenir le colloque méditerranéen sur les systèmes logiques. Mais un malentendu dans l'organisation l'obligeait à loger chez une habitante locale, dans le quartier de Belsunce, loin du confort qu'elle connaissait. Lorsque Josette ouvrit la porte, Camille fut surprise. Une femme d'un certain âge, élégante malgré une tenue simple, l'accueillit avec un regard doux et une voix basse. La maison était modeste. Carrelage ancien, murs blancs décorés de photos de famille, quelques plantes sur le balcon. Rien de luxueux, mais une chaleur presque dérangeante pour quelqu'un d'aussi rationnel que Camille. Le repas du soir fut léger, soupe de légumes et pain maison. Camille, toujours dans le stress de sa présentation à l'université dans 2 jours, sortit son carnet et se mit à revoir les démonstrations qu'elle voulait inclure. Elle marmonnait ses équations, fronçait les sourcils et griffonnait sans cesse. Josette, assise non loin avec son tricot, jetait parfois un œil amusé. Puis, sans intention de paraître intrusive, Josette murmura en riant doucement. « Vous savez, ma grand-mère disait toujours qu'une jupe bien coupée suit la ligne et jamais le fil de traverse. » Camille releva les yeux, un sourcil haussé. « Comment ça ?» Josette prit une feuille du journal de la veille, dessina quelques lignes mal alignées avec une cuillère à soupe, puis corrigea. En expliquant, comme si elle parlait couture, elle réaligna les angles. Et sans le savoir, elle venait de résoudre, sous forme intuitive, un problème que les propres doctorants de Camille n'avaient pas su démontrer. Un silence se fit dans la pièce. Camille la regarda autrement, comme si, pour la première fois, elle voyait la complexité cachée dans le quotidien simple. Le rire ironique qu'elle avait au début se transforma en étonnement sincère, presque humble. La nuit s'annonçait, longue et pleine de nouvelles équations, mais pas forcément celles qu'on trouve dans les livres. Camille resta un instant immobile, le regard figé sur les lignes tracées par Josette sur le papier. Elle n'arrivait pas à comprendre comment cette femme, sans formation académique apparente, avait pu, d'un geste simple et presque désinvolte, mettre la main sur une solution que même ses collègues en chaire n'avaient pas su formuler. Elle tenta de reprendre contenance, ajusta ses lunettes, mais l'étonnement restait dans son regard. Elle se pencha un peu en avant comme pour percer un mystère et demanda d'une voix mesurée « D'où vous vient cette façon de voir ? Les choses, on dirait que ça coule naturellement chez vous. » Josette haussa les épaules, les mains toujours posées sur son tricot. Pendant quelques secondes, elle ne répondit rien, l'air ailleurs, comme si sa pensée était retournée, très loin. Puis, dès les yeux fixés sur une lumière qui filtrait par la fenêtre, elle murmura calmement. « Un jour, j'ai su calculer le temps d'un baiser, juste en regardant l'ombre du soleil sur le sol. » Camille sourit, d'abord de manière polie, pensant à une forme de poésie populaire. Mais la phrase restait là, suspendue dans l'air, comme une énigme. Elle sentit une tension douce, une tristesse presque imperceptible dans cette évocation, comme si derrière cette image belle et inattendue, il y avait toute une vie qui avait résisté, appris, observé. « Vous avez étudié quelque part ?» insista-t-elle, encore marquée par la précision du raisonnement et les mots choisis. « Non. » répondit Josette. « J'ai juste grandi en regardant les choses, la lumière, les rythmes, la façon dont les gens se croisent et se manquent. Et parfois, c'est comme si une équation apparaissait toute seule dans ma tête. Pas avec des chiffres, mais avec des durées, des trajectoires, des silences. » Camille n'avait rien à répondre. Elle se rendait compte qu'elle était en train de découvrir une forme de savoir hors des cadres habituels. Pas une exception folklorique, mais une intelligence cultivée autrement, patiemment, dans l'ombre. Alors, elle éteignit son ordinateur.
Elle savait qu'elle ne dormirait pas tout de suite. Cette maison, ces phrases, cette femme lui donnaient une drôle d'impression. Celle qu'un monde parallèle venait de s'ouvrir et qu'il allait falloir apprendre à traduire des choses qu'aucun manuel de mathématiques ne pouvait expliquer. Les jours passaient sans qu'on s'en rende vraiment compte. Camille, bien qu'encore un peu rigide dans ses habitudes, s'habituait lentement au rythme calme de la maison de Josette. Ce qui l'étonnait, plus encore que la simplicité du lieu, c'était la manière naturelle avec laquelle sa logeuse résolvait les petits problèmes quotidiens. Un matin, la cafetière ne fonctionnait plus. Camille s'apprêtait à chercher une solution sur Internet quand Josette, sans dire grand-chose, souleva le couvercle, observa quelques secondes puis tapota légèrement la base avec un manche de cuillère. Le mécanisme fit un petit bruit sec et la machine se remit en marche, comme si de rien n'était. Au lieu de s'en vanter, Josette repartit vers ses tartines, comme si c'était normal. Plus tard, lorsque Camille voulut ranger les livres entassés, à côté du canapé, elle réalisa que Josette avait déjà tout organisé, mais pas alphabétiquement, ni par thème comme on le fait d'habitude. C'était autre chose. Chaque étagère semblait suivre une logique invisible, presque mathématique, taille décroissante à gauche, couleur en dégradé à droite, et un ordre subtil dans les hauteurs, comme s'il formait une séquence dissimulée. Ce n'était ni du hasard, ni un simple goût esthétique, c'était une forme de pensée, pas académique, pas théorisée, mais bien présente. Camille en venait à se demander si Josette se doutait seulement de ce qu'elle possédait en elle. Pas une intelligence livresque, mais une lecture naturelle du monde, précise, fluide. Cela troublait Camille, qui avait passé sa vie dans des amphithéâtres et des publications, à chercher l'ordre et la logique dans les mathématiques les plus abstraites. Un soir, un peu sur le ton de la blague, mais avec un fond sérieux, Camille lâcha. « Tu sais, je pars bientôt à Lyon pour le colloque sur les systèmes logiques. Ils m'ont demandé une traductrice pour certains échanges. Je me disais, tu pourrais venir, officiellement pour m'aider, hein? Officieusement, j'aimerais bien voir comment tu fonctionnes là-bas, avec tout ce monde en costume, les formules compliquées et les questions pièges. » Josette rit doucement. Elle n'avait jamais mis les pieds dans une université. Mais devant le regard curieux de Camille, elle haussa les épaules et dit « Pourquoi pas? J'ai jamais eu peur des endroits pleins de règles. Faut juste savoir par où les plier, c'est tout. » Josette, dès que Camille lui proposa de l'accompagner, au colloque à Lyon, secoua doucement la tête. Elle planta ses yeux dans les siens et répondit sans hésiter « J'ai plus l'âge ni l'envie de courir après les formules des autres. J'ai déjà donné. Maintenant, je préfère mon rythme, mon quartier et mon café à la cannelle. » Camille tenta un sourire pour masquer sa déception, mais elle comprenait. Ce refus n'était pas agressif, c'était une limite posée avec calme, presque avec tendresse. Elle n'insista pas. Ce fut quelques jours plus tard que quelque chose changea. En rangeant un grand coffre au fond du salon pour chercher des vieux albums, Josette tomba sur un carnet qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Il était mangé au coin, la couverture en cuir un peu râpée. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle resta figée. À l'intérieur, des croquis de structures géométriques, des calculs en marge, des notes griffonnées à la hâte, des citations oubliées. Tout cela venait d'un temps qu'elle avait mis de côté, enfoui sous les couches de la vie pratique. Elle resta assise pendant une bonne demi-heure, sans dire un mot, les doigts glissant sur les pages comme on touche un visage aimé qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ce carnet, c'était un bout d'elle qu'elle avait rangé sans chercher à le retrouver. Le soir même, alors que la maison était encore pleine de bruit d'enfants, sa petite fille Lina, âgée de 11, rentra l'air fermé. Elle s'installa dans un coin et pleura sans bruit, les épaules tremblantes, mais le visage tourné contre le mur. Josette ne dit rien tout de suite. Elle lui tendit une tasse chaude et attendit. Quand Lina finit par parler, ce fut presque en chuchotant. « J'ai eu la meilleure note en sciences. Encore. » Et ils ont ri, eux tous, même la prof. Ils m'appellent le cerveau, mais c'est pas gentil.
Josette resta silencieuse quelques secondes. Puis elle prit Léna dans ses bras et lui murmura « T'as pas à avoir honte d'être brillante. Faut juste apprendre à marcher droit, même quand les autres zigzaguent. » Ses yeux avaient changé. Ils tenaient maintenant la lumière d'un feu ancien, celui qui s'était éteint trop tôt. Et dans ce regard, on sentait que quelque chose venait de se réveiller. Les valises pour... Lyon s'empilait doucement près de l'entrée. Josette préparait ses affaires tranquillement, pliant ses vêtements un à un, glissant dans un sac une boîte de biscuits fait maison et un carnet neuf qu'elle avait acheté pour Lina. Elle n'en avait rien dit, mais il était évident que quelque chose avait changé en elle. Elle avait accepté de venir, oui, mais avec une condition claire. Elle ne ferait qu'observer, rien de plus. Camille l'avait acceptée, telle qu'elle, même si elle sentait bien que cette simple présence serait loin d'être neutre. Lina, elle, trépignait. Elle n'avait jamais mis les pieds dans une grande ville comme Lyon, encore moins dans un congrès universitaire. Josette avait dit qu'elles allaient là-bas pour qu'elle voie comment ça se passe, chez ceux qui pensent de fort comme elle. C'était plus qu'un voyage. C'était une manière de montrer à sa petite fille que son intelligence n'était pas un défaut à cacher, mais quelque chose à faire briller. Camille observait tout ça avec une certaine distance. Elle n'avait pas d'enfant, ni proche de cet âge-là, et dans sa vie, les jeunes passaient souvent en arrière-plan. Elle les connaissait à travers les dossiers, les candidatures, les résultats. Pour elle, c'étaient des lignes de CV, des notes sur 20, des lettres de motivation avec des phrases toutes pareilles. Mais Josette, elle, portait un regard très différent sur sa petite fille. Ce qui frappait Camille, c'était cette implication presque viscérale. Josette n'agissait pas comme une grand-mère qui accompagne, mais comme quelqu'un qui défendait une partie d'elle-même. Il y avait dans ce lien quelque chose de plus profond, comme si Josette, à travers Lina, essayait de réparer une injustice ancienne. Ce n'était plus une histoire de mathématiques, c'était une histoire de dignité. Camille se surprit à admirer cela. Elle, qui avait toujours cru que les faits et les preuves suffisaient, commençait à sentir qu'il existait des vérités qu'on ne mesurait pas avec une formule. En voyant la main ridée de Josette tenir doucement celle de Lina pendant qu'elle vérifiait les billets de train, quelque chose se fissura en elle. Pas une rupture, plutôt une ouverture, une première prise de conscience. Certaines forces qu'elle avait négligées jusqu'ici pouvaient, elles aussi, changer une trajectoire. Dès leur arrivée à Lyon, Josette sentit les regards. Ce n'était pas de l'hostilité ouverte, mais un mélange d'étonnement et de mépris voilé. Dans le grand hall vitré du centre des congrès, où se tenait le colloque européen, des systèmes logiques, son foulard coloré et sa démarche lente juraient avec les costumes sombres et les visages tendus des participants. Une jeune assistante lui demanda d'un ton neutre si elle cherchait les vestiaires du personnel. Un autre homme, plus âgé, lui lança un sourire un peu condescendant en parlant fort, comme s'il s'adressait à quelqu'un de limité. « Vous êtes sûrement avec l'équipe des services ?» Josette ne répondit pas. Elle se contenta de s'asseoir, lentement, sur un banc à côté de la salle des ateliers ouverts, et sortit son carnet. Camille, qui accompagnait Lina à son premier atelier pratique, nota les échanges de loin, tirant une respiration discrète. Elle savait que ce genre de réaction n'était pas rare, mais elle n'avait jamais été confrontée à ça de si près, et surtout pas de la part de gens issus du même milieu académique qu'elle. Pendant que Lina participait timidement aux résolutions d'exercices en groupe, épaulée par Camille qui lui expliquait certaines notions plus avancées, c'était Josette qui commença à attirer l'attention. Lors d'un atelier public sur la logique des séquences, elle leva la main et ajouta, avec naturel, que certains rythmes étaient les mêmes que dans les marées d'hiver à Marseille. Elle expliqua comment le mouvement de la mer, observé depuis son petit balcon, l'avait aidé autrefois à prédire certains cycles de plantation avec une précision surprenante. Un groupe d'étudiants espagnols la prit au sérieux et l'écouta avec curiosité. Ils lui posèrent des questions qu'elle transforma en réponses pratiques. Elle leur montra comment le motif des rendus dans la dentelle pouvait ressembler
aux structures fractales, et que la manière dont on plie une pâte feuilletée en couches répétées suivait une logique presque algorithmique. Petit à petit, les gens commencèrent à graviter autour d'elle. Ses mots, simples, touchaient. Sa logique n'était pas académique, mais elle éclairait des choses d'une autre façon. Camille, en observant la scène, sentit un frisson étrange. Josette n'était plus une invitée discrète. Elle venait de devenir, sans en chercher le titre, l'invitée la plus importante du congrès. Le 3e jour du colloque, alors que le soleil perçait enfin les nuages au-dessus du Rhône, Lina filma sans le dire un moment qui lui semblait précieux. Sa grand-mère, assise au sol avec un petit groupe d'étudiants, expliquait les bases de l'algèbre d'une manière pour le moins originale. Elle avait ramassé une dizaine de coquillages colorés qu'elle gardait dans un sachet. Souvenir d'une ancienne promenade à la plage, et elle les utilisait comme repères pour parler de notions abstraites, les regroupements, les permutations, les égalités simples. Autour d'elle, des jeunes venus d'Italie, du Portugal et même du Québec hochèrent la tête, souriaient, posaient des questions en mélangeant les langues. Josette ne suivait pas toujours tout à la lettre, mais elle avait une façon de faire comprendre les choses sans prétention, à l'aide d'images concrètes, comme si les idées flottaient au-dessus de leur tête et elle les attrapait pour les déposer devant chacun, calmement. Puis elle se mit à frapper doucement sur une boîte en carton, reproduisant des rythmes avec ses doigts, comme sur un vieux tambourin. À chaque séquence, elle montrait comment un motif se répétait ou se transformait pour parler de cycle et de fonction. C'était simple, vivant, inattendu, et Lina, sans même réfléchir, sortit son téléphone et enregistra. Le soir, dans la petite chambre d'hôtel qu'elle partageait avec sa grand-mère, elle monta la vidéo et la publia. Ce n'était pas prévu, juste envie de montrer au monde un autre visage des maths. En quelques heures, à peine, les vues explosèrent. Sur les réseaux, on partageait la vidéo avec des commentaires du genre « La sagesse et la logique au » et « Coin de la rue »,« Meilleure explication de l'algèbre que tout mon lycée » ou encore « Originaire de Marseille et pédagogue naturel ». Mais tout le monde n'appréciait pas. Marc Delcourt, chercheur reconnu, membre du comité scientifique du colloque, sentit la tension monter dès qu'il vit Camille en conversation avec Josette, encerclée d'étudiants. Marc et Camille avaient une longue histoire de rivalité intellectuelle, jamais déclarée mais bien réelle. Ce qui le dérangeait maintenant, ce n'était pas seulement l'attention inhabituelle autour de Josette, c'était ce qu'elle représentait, une voix extérieure, non passée par les codes, en train de gagner l'oreille des jeunes. Et ça, pour lui, c'était inacceptable. Le lendemain matin, une ambiance étrange flottait dans l'air du centre des congrès. Lina, qui devait présenter un problème de logique dans une des épreuves internes du colloque, sortit de la salle de jury en silence, les yeux pleins. Camille et Josette s'étaient levées d'un mouvement quand elles l'avaient vue revenir, sans sa fiche ni son badge. La réponse était tombée, brutale. Une vieille clause dans le règlement exigeait une preuve de participation à un tournoi académique reconnu au niveau national. Lina, malgré son brillant travail pendant les ateliers, ne cochait pas cette case. Josette, touchée en plein cœur, tenta de se contenir. Elle serrait les dents, le regard fixe. Lina s'écroula dans un coin de la cour intérieure, répétant en boucle cette phrase qu'elle avait trop souvent entendue au collège. « De toute façon, c'est pas notre place. On fait genre, on fait bien, mais ça change rien. Eux choisissent toujours les mêmes. » Camille voulut parler, mais Josette la devança. Elle s'accroupit devant sa petite fille et la regarda dans les yeux, sans rien dire d'abord. Puis elle se détourna droite et annonça lentement, presque calmement, « On va pas les laisser raconter notre histoire à notre place. » Plus tard dans l'après-midi, alors qu'un atelier avancé sur les structures récursives s'ouvrait, dans une petite salle vitrée, Josette prit une chaise et s'installa parmi les participants. Quelqu'un lui fit remarquer que c'était réservé aux intervenants. Elle répondit sans hausser la voix, « Je viens pas pour corriger des copies. Je viens partager 2 ou 3 idées, juste comme ça. Et si ça dérange, je peux aussi rester au fond. »
Elle posa son carnet sur ses genoux et commença à montrer des schémas qu'elle avait dessinés à partir d'antennes satellites vues depuis son balcon, en les liant à des suites naturelles, qu'on retrouvait aussi dans certaines recettes ou pendant la construction du filet pour pêcher à la madrague. Les jeunes accrochaient, certains se rapprochaient. Mais à l'arrière de la salle, Marc Delcourt fronçait les sourcils. D'autres chuchotaient. La présence de Josette semblait soudain trop forte. Ce murmure grandissait. Certains ne voyaient pas d'un bon œil cette femme, autodidacte, sans accréditation, partager un espace qu'on croyait réservé. Mais Josette, elle, ne reculait pas. Elle savait que si sa voix dérangeait, c'est qu'elle portait juste. Le dernier soir du colloque, la Fondation Arborescence, connue pour soutenir l'éducation scientifique dans les quartiers populaires, organisait un dîner de clôture au sein d'une ancienne salle des fêtes rénovée, non loin de la presqu'île. Les invités étaient tirés à 4 épingles, les tables couvertes de nappes blanches, les couverts brillants. Et pourtant, malgré le décor soigné, une certaine raideur flottait dans l'air. Josette n'avait pas prévu de parler ce soir-là. Elle avait mis sa plus belle robe, pas neuve, mais pleine d'histoire, et s'était assise discrètement à côté de Lina et Camille. Elle pensait seulement écouter, sourire à quelques discours, puis rentrer en silence. Mais lorsqu'une des responsables de la fondation, après avoir vu la fameuse vidéo et entendu parler des ateliers, s'approcha et lui demanda doucement si elle accepterait de dire quelques mots. Elle n'hésita qu'une seconde. Elle se leva lentement, appuyée sur le bord de la chaise, et tous les regards se tournèrent vers elle. Au début, les visages étaient polis, mais fermés. Beaucoup dans la salle ne la connaissaient pas. D'autres avaient encore en tête qu'elle ne faisait pas officiellement partie du programme. Josette prit la parole sans micro. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait. Chez nous, à Marseille, on a des vieilles casseroles en terre cuite, vous voyez, avec des fêlures, des petits éclats. Mais on les garde, parce qu'elles font mieux mijoter que les neuves. Faut juste savoir baisser le feu et avoir la patience. La salle resta silencieuse. Moi, je suis une de ces casseroles-là. Cassées, peut-être. Mais je sais faire chauffer l'eau et parfois même faire lever la pâte. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris à l'envers, en regardant, en essayant, en me trompant souvent. Il y eut une seconde de flottement, puis un premier applaudissement, puis un autre. En quelques instants, la salle entière était debout. Camille fut parmi les premières à se lever. Elle sentit sa gorge se nouer, un poids qu'elle n'avait même pas remarqué se desserrer. Elle tapait des mains, les yeux humides, et en regardant Josette debout, là, droite et tranquille, elle dit à haute voix « J'ai appris avec mes livres, mais ce que Josette m'a montré, je ne le trouverai dans aucun manuel. Il y a des maths dans ses gestes et du courage dans ses silences. » 2 jours après le dîner, alors que les derniers participants du colloque repartaient chez eux, Josette décida de faire une promenade. Il faisait doux pour un mois de mars et elle marchait sans hâte dans les rues calmes d'un quartier résidentiel, un peu à l'écart de la ville. Au détour d'un petit jardin public, elle aperçut une bâtisse discrète aux volets blanchis par le soleil, avec une plaque en cuivre où l'on pouvait lire « Résidence Les Tilleuls », une maison de retraite. Elle n'y allait pas pour quelqu'un, c'était simplement la curiosité, ou peut-être le besoin de faire une pause, loin des projecteurs soudains. À l'intérieur, elle fut accueillie par une aide-soignante souriante et rapidement dirigée vers un petit salon où quelques résidents jouaient au domino. Josette, en fouillant dans son sac pour en sortir un carnet où elle notait quelques idées, fit tomber un ancien compas en laiton, usé mais encore fonctionnel. Elle le ramassa calmement, sans remarquer d'abord qu'une femme l'observait, depuis un fauteuil près de la fenêtre. « Ce compas, je reconnaîtrai ses mains n'importe où, » dit la dame doucement. Josette se figea. Elle leva les yeux. Le visage était plus âgé, le port toujours aussi droit, une élégance naturelle. Elle mettait un foulard bleu pâle autour du cou, noué comme une danseuse. « Hélène » souffla Josette, les doigts tremblants. « Josette,
La fille de la classe de géométrie, celle qui voyait des formules dans les mouvements de pliés, elle s'était rencontrée dans une école pour jeunes talents, à Nîmes, il y avait plus de 60 ans. Hélène, danseuse classique, et Josette, passionnée d'espace et de volume. Elles n'étaient pas amies proches, mais une fascination réciproque les liait. Hélène se souvenait de cette petite fille marseillaise qui murmurait des équations en traçant des courbes dans l'air avec ses mains. Leur conversation dura des heures. À travers les souvenirs, Josette revit ses 17 ans, ses promenades seule la nuit en calculant des symétries dans les fenêtres des immeubles, ses tentatives maladroites de parler maths dans un monde où personne ne voulait l'écouter. Et là, dans les yeux mouillés d'Hélène, elle comprit que la lueur n'était pas morte. Elle la reconnaissait. Cette étincelle, née d'une passion commune, ancienne, mais jamais tout à fait éteinte. Quelques jours plus tard, alors que tout semblait enfin se calmer, une affiche nouvelle surgit à l'entrée du centre pédagogique, près de Confluence. Un débat ouvert sur les limites de la logique intuitive, organisé par Marc Delcourt lui-même. Un titre vague, une photo officielle et une note en bas. Participation spéciale de Madame Josette Berger. L'invitation n'avait jamais été discutée avec elle. Camille fronça les sourcils en la découvrant. Josette, elle, haussa les épaules. Elle avait compris depuis longtemps que certains mots sont des pièges. La salle était pleine ce soir-là. Étudiants, chercheurs, journalistes, curieux. Il y avait même des enseignants de collège venus de Clermont, de Lille ou de Marseille. L'ambiance était tendue, presque électrique. Marc, avec sa veste impeccable et son air sûr de lui, ouvrit la séance avec un discours sur l'importance des bases rigoureuses en mathématiques, les risques de la vulgarisation excessive et la confusion dangereuse entre intuition populaire et savoir profond. Puis, sans annoncer quoi que ce soit, il se tourna vers Josette qui était restée assise au premier rang. « Si vous le permettez, Madame Berger, j'aimerais vous poser une question. Vous qui parlez de casseroles et de dentelles, vous pourriez peut-être nous éclairer sur cette conjecture restée indémontrée depuis 70 ans. Il s'agissait d'un vieux problème sur les nombres premiers jumeaux, bien connu pour n'avoir ni démonstration complète ni contre-exemple. Marc, sans la nommer, l'avait projeté au tableau et se recula, les bras croisés. Josette ne bougea pas tout de suite. Puis, calmement, elle se leva. On lui tendit une craie qu'elle prit sans un mot. Elle monta à l'estrade, ajusta ses lunettes et se mit à écrire. « Bah vite, tranquillement. » Son raisonnement partait d'une idée simple, un motif qu'elle affirmait avoir repéré en regardant la répartition naturelle des coquillages sur les plages à marée montante. Petit groupe, séparé par un intervalle, et constant. Elle transforma cette image en lignes entières. Elle dessinait, expliquait, revenait en arrière, regardait les chiffres avec des gestes doux, presque tendres. Petit à petit, on ne comprenait plus comment, mais quelque chose d'ancien semblait se fissurer. Chaque mot, chaque pas de son raisonnement suivait une logique si naturelle que même les plus sceptiques éteignaient leur sarcasme. Quand elle posa enfin la craie, toute la salle retenait son souffle. Et Marc, incapable de cacher sa nervosité, détourna les yeux. Quelques secondes de silence suivirent l'exposé de Josette comme si personne n'osait briser ce moment. Puis un souffle passa dans l'auditorium et les premiers applaudissements montèrent timidement avant de devenir une véritable ovation. Des gens debout, certains les larmes aux yeux. Mais à peine l'émotion retombée, les murmures commencèrent à courir entre les rangées du jury. Camille les entendait clairement derrière elle, des mots chuchotés avec prudence, mais teintés d'un agacement froid, rien d'officiel, participation non homologuée, pas inscrite sur la liste, pas de diplôme reconnu. Un des membres du comité, un monsieur que Camille savait influent, suggéra doucement qu'il serait prudent de ne pas ouvrir la cérémonie finale au hors-programme. D'autres acquiescèrent, soucieux de respecter les règles, soulevés comme un bouclier rassurant. Toujours les codes d'accès, les papiers en règle, les cases à cocher. Camille sentit monter en elle une colère qu'elle contenait depuis bien longtemps. Elle se leva lentement,
sans demander la parole, et le micro lui fut donné par simple réflexe. Elle se tourna vers l'Assemblée, son regard planté dans celui du président du jury. « Je vais parler », dit-elle simplement. Elle respira un instant, le silence se fit d'un coup. Je sais ce que c'est que de grimper chaque échelon, de gagner les diplômes, les prix, les reconnaissances. J'en ai collectionné, un à un. Et pourtant, pendant toute une vie, j'ai gardé un vide coincé ici, tout au fond. Elle tapa doucement sa poitrine. Parce que ma fille, elle n'aura jamais eu la chance de s'asseoir dans cette salle. Elle aussi avait un don, une façon à elle de lire le monde. Mais elle est partie bien trop tôt et je n'ai jamais trouvé quoi lui offrir de tout ce que j'ai construit. Les regards baissèrent autour d'elle. Josette ne bougeait pas. Camille continua. Ce soir, en entendant Josette, j'ai compris. À qui je peux enfin dédier ce que je sais? À elle, à celle qu'on oublie, à celle qu'on écarte pour n'avoir pas suivi le bon chemin, le bon carton d'inscription, la bonne case. Si honorer Josette, c'est briser un protocole, alors qu'il se brise. Un nouveau silence tomba. Mais cette fois, personne ne murmura. Le lendemain matin, Josette arriva tôt. Elle portait un vieux panier rempli d'objets disparates, quelques cercles en bois, des tambours pour enfants, des morceaux de tissu colorés, et même 2 casseroles, comme celles qu'elle utilisait encore chez elle. Elle s'installa dans le petit amphithéâtre extérieur, à l'écart du bâtiment principal, là où les débutants faisaient leurs premiers pas dans les ateliers. Elle avait demandé à diriger une session spéciale, sans inscription, sans diplôme, sans pression. Au début, seuls quelques jeunes curieux s'étaient approchés. Mais quand ils virent Josette poser ses instruments et tracer des cercles colorés à la craie au sol, d'autres s'arrêtèrent. Une dizaine, puis une trentaine. Il y avait des enfants, des lycéens, des adultes aussi, certains venus juste et pour regarder. Josette leva les mains et dit simplement « Aujourd'hui, on va danser les angles et cuisiner un peu de géométrie si le cœur vous en dit. » Elle montra comment frapper un rythme à 6 temps avec un petit tambourin, puis comment chaque battement pouvait représenter une rotation, un mouvement, une proportion. Elle marcha dans un cercle en tapant des temps forts et faibles, montrant comment les fractions apparaissent en gestes. Elle coupa une bande de tissu en 3, en 5, en 8, et les lia formant des formes harmonieuses, comme des polygones improvisés. Tout le monde riait, imitait ses pas, corrigeait l'axe des bras d'un camarade, retrouvait des formules sans les nommer. Il n'y avait plus de peur, plus de lignes rouges à ne pas dépasser. Camille, postée sur un banc, n'en croyait pas ses yeux. Même certains professeurs qui avaient critiqué Josette la veille s'étaient approchés, intrigués. Ils posaient des questions discrètes, observaient, prenaient des notes sur leur carnet. Vers la fin, un jeune en fauteuil roulant leva la main et demanda « Madame Josette, ça, c'est des maths ?» Elle sourit, sans se presser. « Ça, c'est sentir le monde. Et les maths, elles viennent après ou en même temps. Faut juste les inviter gentiment. » Le soleil brillait au-dessus du petit amphithéâtre, et quelqu'un mit de la musique douce en fond. Ce jour-là, un événement conçu pour trier, évaluer et classer était devenu une fête. Une fête où la science et l'art dansaient ensemble, sans hiérarchie. Le dernier soir du festival, alors que le soleil descendait doucement sur les rives du Rhône, l'ambiance s'était détendue. On avait installé une petite scène au bord de la pelouse, là où batucadas, danseurs et conteurs se succédaient depuis le début de l'après-midi. Les plus jeunes se réunissaient en cercles autour des musiciens. Certains tapèrent dans les mains, d'autres improvisaient quelques pas de danse. Josette observait tout cela depuis une chaise en bois, un verre de citronnade à la main. Elle portait une robe jaune safran à fleurs et ses vieux sabots de cuir polis, ceux qu'elle refusait de remplacer malgré leur âge. Elle semblait paisible, mais son esprit bouillonnait comme une marmite oubliée sur le feu. La musique l'appelait. Quand la chanteuse du moment annonça une roda de vers improvisée, une sorte de battle poétique comme on en voit dans les fêtes de quartier, Josette se leva, presque naturellement. On lui fit place avec curiosité. Qui allait oser la défier?
Elle prit le micro, sourit et posa son premier vers tout en douceur. Sa voix tremblait un peu au début, mais très vite, elle trouva son rythme. Si X plus y fait la paix dans ma terre, alors, racine de l'amour. Ses lèvres s'enguèrent. Les rires fusèrent au début, pensant à une blague. Mais très rapidement, l'écoute devint attentive, presque solennelle. Les rimes de Josette avaient du sens, à la fois poétiques et étrangement savantes. Le carré parfait de mon cœur fatigué, c'est la somme des silences qu'on m'a fait poser. Puis elle enchaîna sans avertir. 3 inconnus, dans mon panier tressé, mais une équation résout l'amitié. À chaque phrase, les gestes de son corps suivaient, balancement des bras, pieds qui marquaient le rythme, hanches légères. Sa ginga n'était pas celle des pros, mais elle avait ce naturel désarmant. Et là, au cœur de la nuit tombante, elle réussit ce que personne n'attendait. Quand elle annonça, toute sourire, que chaque couplet cachait une construction, algébrique, somme, multiplication, variable ou proportion, le public resta sans voix. On l'applaudit bien sûr, mais surtout, on se regardait avec étonnement. La mamie, aux sandales de cuir et aux fleurs dans les cheveux, venait de prouver, en chantant, que les mathématiques ne vivent pas seulement sur un tableau blanc, mais aussi dans le souffle du tambour et le balancement d'une chanson. Pour Josette, les chiffres venaient de retrouver leur légèreté. Ce soir-là, la veille de la remise des prix, le ciel au-dessus de Lyon était menaçant depuis l'après-midi. Des nuages lourds couvraient la ville, et l'air s'était chargé d'une drôle d'électricité, comme avant un orage d'été. Dans le bâtiment principal de l'espace Gerland, les jeunes répétitions pour le final du festival battaient leur plein. Rires, instruments, chants, quelques pas de danse improvisée. Tout allait encore bien jusqu'à ce que d'un coup sec, la lumière s'éteigne. Toutes les lampes, les spots, les écrans s'étaient arrêtés en même temps qu'un énorme grondement résonnait dehors. Il ne fallut pas plus de 2 minutes pour que la panique s'installe. Certains couraient jusqu'au couloir, d'autres criaient après leur portable pour avoir un peu de lumière. Plusieurs animateurs tentaient de calmer le groupe, mais dans ce chaos flou, personne n'écoutait plus vraiment. Josette, qui était allongée sur un banc du fond avec 2 autres retraités, se leva doucement. Elle ne dit rien au début. Elle fouilla simplement dans un vieux sac en toile et en sortit 3 lampes frontales, une petite lanterne, puis une bougie d'anniversaire qu'elle alluma avec un briquet presque vide. « Allez, les jeunes, on voit. » Encore assez pour réfléchir. Sa voix, calme et directe, fit se retourner plusieurs paires d'yeux. Elle posa la lanterne sur une table et commença à replacer les chaises autour. Tous ceux qui ont des feuilles vierges, distribuez. Ceux qui n'ont pas de lumière, placez-vous près de la bougie. Elle ne commandait pas, elle faisait, et les autres suivaient, sans même s'en rendre compte. À la lumière tremblotante, elle proposa un petit jeu. Recréer la scène de demain avec des objets improvisés, sans système sonore, sans projecteur. Juste du rythme, des voix et le bon vieux papier. Rapidement, l'énergie changea. Des jeunes qu'elle ne connaissait pas prenaient la suite, imitant ses gestes, créant des ombres chinoises contre les murs, tapant en cadence sur les tables. L'ambiance était revenue, mais différemment, plus humaine, plus proche. Derrière, un vitrage, 2 membres du comité d'organisation observaient en silence. Ni agacement ni surprise, juste une sorte d'admiration discrète. L'un d'eux nota dans son carnet « Leadership calme, situation critique gérée par créativité collective, réflexe d'intelligence appliquée à valoriser ». Josette, elle ne cherchait rien à valoriser. Elle souriait simplement, assise entre 2 enfants, pliant du papier pour en faire des étoiles. La grande soirée était enfin arrivée. Dans le grand amphithéâtre de l'Université Lumière, à 2 pas de la Guillotière, les sièges étaient occupés par des invités venus de toute la France, des délégations étrangères, des enseignants, des chercheurs et des élèves, encore excités par le tumulte des derniers jours. Les murs avaient été décorés avec des guirlandes en papier fabriquées pendant la panne de courant. Une large bannière portait les mots « Festival des connaissances, Lyon ».
Les présentateurs montèrent sur scène sous un tonnerre d'applaudissements et commencèrent à énumérer les prix traditionnels. Meilleure équipe de recherche jeunesse, innovation pédagogique, projet interculturel. Les gagnants défilaient, certains émus, d'autres trop surpris pour dire quoi que ce soit. On applaudit, on sourit, les flashs crépitaient. Mais dans la salle, certains regards devenaient soucieux. Le nom de Josette Berger n'avait toujours pas été cité, ni celui de Camille, pourtant initiatrice de tout un pan du programme. Autour d'elle, des jeunes se tournaient, murmuraient « C'est pas possible, ils l'ont oublié ». Josette, elle, restait droite, les mains croisées sur les genoux. Elle écoutait les discours d'un air tranquille, comme si elle n'attendait rien. Elle avait vu trop de silence dans sa vie pour être surprise par un de plus. Puis, alors que les autres s'apprêtaient à conclure, la lumière de la scène changea légèrement. Le présentateur fit une pause, regarda vers le fond de la salle, puis annonça « Avant de clôturer cette soirée, une mention spéciale, un trophée qui n'existait pas encore ce matin. » Un murmure d'étonnement traversa la pièce. Une enveloppe fut apportée. Le présentateur reprit « Le prix Renaître, décerné par le Comité international pour récompenser la persévérance d'une autodidacte, son regard fragile et puissant à la fois, et son impact au-delà des titres, au-delà des protocoles. Madame Josette Berger, ce prix est pour vous. » Un silence, puis l'explosion. Déjà debout, des jeunes tapèrent sur les chaises en rythme comme Josette leur avait appris. D'autres lançèrent leurs carnets en l'air. Les jurés eux-mêmes, plus sérieux, se levaient à moitié, souriant. Josette se leva lentement, en essuyant ses lunettes. Les larmes coulaient déjà, fines et discrètes. Elle gravit les marches du podium sous les applaudissements, sans discours préparé, sans robe luxueuse. Juste elle, et son pas tranquille de femme qui savait enfin que ses pas comptaient. Quelques semaines après la fin du festival à Lyon, la vie avait repris son rythme habituel dans le petit quartier de la Croix-Rousse, là où Josette vivait depuis toujours. Pourtant, quelque chose avait changé. Sa vieille maison en pierre jaune, connue dans le coin pour sa façade envahie par les plantes grimpantes, était devenue un lieu de passage. Plus de silence prolongé ou de solitude acceptée, non. Maintenant, chaque semaine, on entendait des éclats de rire, des mélodies lointaines, des sons de clavier ou de tambour, parfois tout à la fois. Sur la véranda, transformée en salle, de classe à ciel ouvert, des jeunes de tous horizons s'installaient avec leurs tablettes, ordinateurs portables ou cahiers, épaule contre épaule. Il y avait des enfants du quartier, bien sûr, mais aussi des ados venus de Marseille, Lille, Londres ou Dakar. Certains étaient là physiquement, d'autres connectés en visio, utilisant des applis gratuites pour écouter et partager. Josette avait installé une multiprise géante et une cafetière à piston qui tournait presque en continu. Elle donnait encore ses cours, mais à sa manière. Un mélange de géométrie dansée, d'histoire de marché, d'exercices au sol, avec des bouts de ficelle ou des morceaux de carrelage cassés. Chacun trouvait son rythme. Certains venaient 1 heure, d'autres restaient la journée entière. Personne ne sonnait à la porte, tout restait ouvert, comme si le savoir devait circuler dans l'air, comme les odeurs de pain grillé. Et puis, il y avait Camille. Elle venait 1 fois par mois, parfois plus, toujours avec un vieux sac rempli de manuels, de projets, d'idées. Elle installait un micro dans un coin, apportait du matériel pour filmer les ateliers, enregistrait les leçons de Josette pour en faire des ressources en ligne. Mais surtout, elle prenait le temps de parler. Elle aidait sans diriger. Elle comprenait. Mais celle qui brillait vraiment, c'était Sophia. Depuis le festival, elle n'était plus la stagiaire discrète qui restait dans l'ombre. Elle enseignait maintenant à son tour. Avec timidité d'abord, puis une assurance nouvelle. Elle organisait des discussions autour des maths appliquées à la vie de tous les jours, guidait les plus jeunes avec douceur. Le trio était né sans plan, sans règles. Et pourtant, ensemble, elles avaient créé une vraie formule, une addition fragile mais puissante entre savoir, mémoire et bienveillance. Dans la cour arrière de la maison de Josette, les choses
n'avait plus rien à voir avec une salle de classe traditionnelle. Chaque coin ressemblait à un espace vivant, un peu comme un patchwork de savoir. Des odeurs de gingembre, d'huile d'olive et de thym flottaient dans l'air quand elle utilisait la cuisine extérieure pour parler de mesure, proportion et transformation. Elle préparait une pâte en disant « Là, c'est comme une équation. Si tu changes une seule quantité, tout change. » Les enfants notaient pendant qu'ils mélangeaient, sans s'en rendre compte, des concepts de chimie et de logique. Un peu plus loin, sous le vieux figuier, Josette sortait ses bouts de ficelle de crochet. Elle montrait comment calculer des angles en tendant les fils entre eux, créant ainsi des formes géométriques qu'on aurait juré tirer d'un manuel. Mais ici, on n'utilisait pas de manuel. On grattait la terre rouge avec un bâton et pour tracer des figures. On chantait les tables de multiplication en rythme, tapant sur des calebasses creuses comme des tambours. Un gamin lançait un beat, les autres suivaient. Même ceux qui détestaient les cours à l'école restaient 2 heures sans bouger. Le bouche à oreille avait fait son chemin plus vite qu'Internet. Des éducateurs de Toulouse, Strasbourg et même Montréal demandaient s'ils pouvaient venir observer. Et bientôt, des chercheurs commencèrent à parler de ces approches dans des colloques avec des mots compliqués pour décrire ce qu'elle faisait avec naturel, éducation intuitive, pédagogie incarnée, mathématiques sensibles. Elle en riait en servant le café. Il découvre juste que quand c'est bon, ça s'apprend mieux. Un matin, Josette reçut un appel de l'organisation éducative francophone. Il voulait lui proposer d'animer une série de cours en ligne, avec certification officielle. C'était une opportunité énorme. On lui parlait de bourse, d'accès élargi, d'impact. Elle écouta tout, poliment, puis répondit doucement « D'accord. Mais je vous préviens, je garde mes chansons, mes couleurs, mes silences. Je parle comme je parle. Je montre les triangles avec une cuillère en bois et j'enseigne avec de l'huile de palme dans les doigts. Faut que ça reste vrai. Sinon, autant laisser tomber. » Au bout du fil, un bref silence, puis un rire sincère. Ils acceptèrent. Et Josette, fidèle à elle-même, continua d'enseigner comme elle vivait, entière, libre et profondément à sa manière. Ce soir-là, le vent doux de la Méditerranée passait entre les rideaux de la petite cuisine ouverte de Josette. La maison sentait la soupe de pois cassés et le citron confit, et les voix autour de la table étaient calmes, presque murmurantes. Assises toutes les trois devant des tasses de thé, Camille, Josette et Sophia laissaient le silence s'installer, comme après un long voyage. Il n'y avait plus rien à prouver, juste être là, ensemble. Camille était venue pour filmer une dernière séquence pour le programme en ligne, mais au lieu de sortir sa caméra, elle s'était laissée happer par la simplicité du moment. Sur la table, il y avait des cacahuètes grillées, des croquis griffonnés de spirales, un carnet rempli de dates et de calculs perdus. Rien de spectaculaire, et pourtant tout prenait sens ici. À un moment, Camille regarda Josette bien en face, serra doucement sa main parcheminée et lui dit dans sa langue maternelle d'un ton doux et ému « Je n'ai jamais autant appris sans ouvrir un livre. Grâce à toi, les maths, c'est devenu quelque chose que je ressens, pas seulement que je comprends. » Josette ne répondit pas tout de suite, comme d'habitude. Elle regarda vers le jardin, où quelques élèves pliaient la tente qui avait servi d'abri pendant les derniers ateliers. Puis elle tourna un peu la tête, esquissa ce petit sourire contenu qui lui était propre, et dit simplement « Tu sais, parfois, la réponse ne vient pas de la logique, mais de ce qu'on a traversé avant d'avoir le courage de poser la question. » Sophia hocha la tête, les yeux brillants. Elle comprenait trop bien ce que cela voulait dire. Elle pensait à ses années de silence, à ses feuilles blanches qu'elle n'osait rendre, à sa peur de mal faire. Tout ça semblait loin maintenant. Elles restèrent là, toutes les trois, à écouter les derniers éclats de rire des enfants qui couraient dans le sable, juste derrière la maison. Le ciel virait à l'orange. Les vagues venaient lentement effacer les chiffres dessinés plus tôt sur le sol. Et quelque part entre les histoires, les souvenirs, les divisions à main levée et les chansons douces, les mathématiques continuaient de se transformer.
un peu comme la mer, jamais figée, toujours en mouvement, toujours vivante. Le jour pointe doucement sur le littoral de la Croix-Rousse, là où la ville monte en pente et le soleil vient lentement effleurer les toits en ardoise. Ce matin-là, la lumière dorée s'étire sur les pavés encore humides de rosée, illuminant l'horizon comme un tracé d'équerre posé sur le ciel. De la maison de Josette, on entend déjà du mouvement. Quelques jeunes déplacent des chaises sur la terrasse, rigolent tout en récitant des formules qu'ils ont mises en chanson. D'une voix timide mais claire, une fille fredonne une équation. Un carré parfait, c'est comme l'amour calme, même profondeur, même hauteur. Les autres la reprennent en rythme, à mi-chemin entre une comptine et un exercice. Oral. Dans la cuisine ouverte, deux garçons préparent du thé à la menthe, pendant qu'une fille branche un vieux haut-parleur. Aujourd'hui, c'est jour d'atelier collectif. On attend une classe entière venue de Besançon, plus quelques étudiants connectés depuis Libreville et Bruxelles. Le petit réseau pédagogique de Josette s'est étendu par surprise, sans projet officiel. Juste de fil en aiguille, les liens se sont créés entre mails, coups de fil et partage d'enregistrements. Même un labo de didactique de Bordeaux utilise maintenant ces vidéos dans leurs cours de formation. La caméra, si elle était là, prendrait du recul. Elle montrerait d'abord la véranda animée, puis le jardin transformé en classe, en plein air, puis un plan plus large encore, révélant la rue paisible d'un quartier devenu discret, ambassadeur du savoir partagé. La maison de Josette n'a pas changé extérieurement. Toujours ce vieux mur en pierre couverte de mousse, la balançoire attachée à l'arbre, le banc bancal qui grince. Mais à l'intérieur, le monde y rentre par toutes les portes, sans passeport, sans formalité. Josette, elle, est assise sur le muret devant chez elle, les pieds nus, un gobelet de café à la main. Elle regarde les jeunes s'agiter avec un sourire tranquille. Elle n'a jamais cherché à impressionner, ni à faire de discours. Mais sa façon d'expliquer, douce et constante comme la marée, continue d'enseigner bien plus que des maths. Car, on le sait maintenant, même dans les recoins les plus classiques du monde éducatif, la vraie intelligence, parfois, porte un tablier et avance en sandales, les deux pieds bien ancrés dans la vie.